Salut l'équipe, on se retrouve pour ce nouveau point de marché du 9 juin 2025. Comme chaque lundi, on se retrouve pour passer en revue les actualités, les événements macroéconomiques et on passe en revue les principales classes d'actifs, les indices boursiers américains, l'or, le pétrole, le dollar et bien sûr Bitcoin et les cryptos. L'objectif de ce rendez-vous hebdo est simple, avoir une vision claire des tendances en cours, des niveaux techniques clés et des éléments macroéconomiques à surveiller. Un rendez-vous pour prendre du recul, affiner nos stratégies et être prêt aux différents scénarios que peut prendre le marché. Et cette semaine, on reviendra sur une figure dont beaucoup parlent, à savoir un M-top sur Bitcoin et je vous donnerai du coup mon avis sur ce sujet. Avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseil financier, que je n'ai pas de boule de cristal. Je vous partage simplement mon analyse et ma vision du marché basée notamment sur la psychologie des marchés qu'on retrouve sur les graphiques et rien dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. Semaine dernière, le chiffre attendu était celui du chômage aux USA pour le mois de mai 2025. Le chômage donc est resté identique au mois dernier. On est à 4,2% au mois de mai contre 4,2% au mois d'avril. C'était le taux de chômage attendu, donc pas de surprise et pas de réaction particulière des marchés par rapport à l'annonce de ce chiffre. Cette semaine, le chiffre attendu mercredi 11 juin est celui de l'inflation. Précédemment, donc au mois d'avril, l'inflation US était de 2,3% et les prévisions pour le mois de mai sont de 2,5%, donc une augmentation de l'inflation, ce qui éloigne donc la Fed de son objectif de 2% et ce qui va inciter la Fed à ne pas baisser les taux pour continuer de lutter contre cette inflation qui est au-dessus de ses objectifs. Pour ceux qui se demandent à quoi ça sert de suivre ces informations, tout simplement parce qu'on observe une corrélation assez importante entre les liquidités sur le marché et la valorisation des actifs à risque, comme notamment ceux qu'on suit particulièrement sur cette chaîne, à savoir Bitcoin et les cryptos. Et donc en gros, pour faire simple, plus les taux d'intérêt directeurs de la Fed sont bas, plus l'argent coûte peu cher et donc plus c'est favorable aux actifs à risque. Et donc pour que la Fed baisse ses taux, il faut que différents éléments soient réunis. Donc la Fed va principalement suivre trois types de données: la croissance économique donc des États-Unis, l'inflation et également le taux de chômage. C'est pour ça que je parle principalement de ces données-là. Alors les cas qui pourraient amener la Fed à baisser ses taux, je dirais le meilleur des cas, c'est d'avoir un taux de chômage qui baisse, une activité économique qui se porte bien et en parallèle de ça, une inflation qui baisse. Mais on pourrait aussi avoir le cas d'une inflation qui est forte, mais la Fed qui peut être forcée entre guillemets à baisser ses taux parce que les conditions économiques se dégradent très fortement. Pour en revenir à l'inflation, avec l'histoire des tarifs douaniers imposés par Trump envers le reste du monde, c'est pas vraiment surprenant de voir l'inflation repartir à la hausse, tout simplement parce que des taxes supplémentaires, ça entraîne du coup un coût supplémentaire pour le consommateur final. Cette reprise n'est pas non plus une surprise. Si on regarde Truflation, donc qui va retranscrire l'inflation un peu plus en temps réel, même si les chiffres sont un peu différents de ceux qu'on retrouve dans l'IPC, la méthode de calcul n'est pas la même. En tout cas, la tendance souvent se suit. Et là, on voit du coup que sur le mois de mai, on avait une reprise de l'inflation à la hausse. Là, sur ce début de mois de juin, on est aujourd'hui donc le 9 juin, on a l'inflation qui se stabilise, mais voilà, du coup sur le mois de mai, une petite augmentation, ça se retranscrit ici, du coup sur un consensus à 2,5, alors que précédemment on était à 2,3, donc on verra le 6 juin à midi et demi, donc si l'inflation du mois de mai aux États-Unis est conforme au consensus avec une augmentation à 2,5%. Si c'est au-dessus, au-dessous, après c'est toujours pareil. Si l'inflation est meilleure que celle attendue, du coup ça peut entraîner un mouvement positif sur les marchés, ou au contraire, si l'inflation va aller au-delà du coup des 2,5%, on peut s'attendre à une réaction négative de la part des marchés. Comme je vous disais, ces données-là sont prises en compte par la Fed pour baisser ou monter ses taux directeurs. Semaine prochaine, il y a un FOMC qui est prévu le 18 juin. Et la probabilité de voir les taux d'intérêt directeurs être maintenus sont quasiment de l'ordre de 100%. Ils sont de plus de 80% pour le prochain meeting prévu fin juillet le 30 et la prochaine baisse potentielle pourrait être autour de mi-septembre. Et encore, les probabilités, je trouve, sont pas extrêmement fortes, même si voilà, elles sont un peu supérieures pour être d'une baisse de 25 points. Rien n'est encore fait et donc potentiellement on aurait deux baisses si on se suit à ces probabilités sur 2025. Si on regarde les choses d'un côté positif
et qu'on regarde du coup dans les mois et années qui viennent, les probabilités les plus élevées sont celles d'une baisse. En revanche, d'un côté un peu plus négatif, c'est que les taux restent quand même extrêmement élevés, extrêmement hauts, l'argent coûte cher et donc les liquidités ne sont pas incitées à aller vers des actifs à risque. Pour ceux qui sont intéressés pour aller consulter ces données de manière autonome, je vous mets dans la description toutes les sources, tous les liens des différents sites présentés dans cette vidéo. Côté européen, la semaine dernière, la BCE a baissé ses taux d'intérêt directeurs à 2,15%. Donc on est beaucoup plus bas aujourd'hui que les Américains. On est environ 2 fois moins cher en termes de taux d'intérêt directeur. Le sommet à 4,5 atteint le 20 septembre 2023 et depuis on baisse. Alors il a fallu presque un an pour avoir la première baisse. C'était le 12 juin 2024 et donc depuis un an, les taux d'intérêt baissent et ont même du coup été divisés par 2, du coup en l'espace d'un an pour le continent européen. Ensuite, plutôt que de vous parler de la guerre entre Trump et Musk dont vous avez certainement déjà beaucoup entendu parler, je voudrais attirer votre attention sur l'absence des retail, l'absence des particuliers actuellement sur le marché crypto. Donc c'est sur le site de CryptoQuant, pareil, le lien en description. Ici, on voit l'évolution des volumes entre 0 et 10 000 $. C'est ce qui a été du coup identifié comme être les volumes de retail. Ici, on voit l'évolution de cette demande en pourcentage et ici l'évolution du prix du Bitcoin. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que à chaque fois qu'on a des tops sur Bitcoin, à chaque fois qu'on a des hausses sur le prix du Bitcoin, du coup ça s'accompagne par une hausse assez significative de la demande des particuliers, excepté ici au moment de la faillite d'FTX où il y a une demande extrêmement forte lors de ce creux de marché. On était vraiment sur un point bas. Donc hormis ce moment-là où pas mal de particuliers, donc avec des montants inférieurs à 10 000 $ se sont positionnés sur Bitcoin, généralement ces hausses-là se sont à chaque fois faites dans des tops de marché. Et donc ce qui est intéressant pour nous actuellement, aujourd'hui, c'est de voir que la demande est extrêmement faible alors que nous sommes très proche des plus hauts historiques. L'autre élément qui accompagne l'absence des particuliers, c'est l'absence d'euphorie, même si ici sur ce Crypto Fear and Greed, on est à 62 dans une zone d'euphorie, ça reste une euphorie extrêmement modérée et on sort du coup d'une période neutre, voire un petit peu de peur. Donc on a eu la peur ici avec les tarifs, on est revenu ici un petit peu dans l'euphorie, mais on est très très loin d'une euphorie extrême comme on a pu connaître lors de chaque montée, que ce soit en fin d'année 2024, début 2025 ou au printemps 2025 ou encore si on remonte sur les tops de marché précédents. On le voit peut-être un petit peu mieux ici et encore j'en doute un peu. On a eu donc le pic ici à 94 sur fin d'année 2024 et ensuite début d'année 2025 on était un petit peu plus bas. Sur le printemps 2024 également, il y avait une belle euphorie sur le marché, notamment un marché des alts qui était, on va dire, un peu plus vigoureux qu'actuellement. Et donc sur les tops de marché des cycles précédents, où on a été au-delà des 90. Enfin, petite précision, on n'est pas vraiment sur les tops. Les tops se font quand on commence à redescendre dans l'euphorie. En tout cas, voilà, aujourd'hui, actuellement, on est loin d'être dans une euphorie extrême de top de marché, tout comme il y a une absence des particuliers actuellement sur le marché. Pour ceux que ça intéresse, comme chaque semaine où on a les données liées à l'inflation, je sors le rapport mensuel. Donc cette semaine sortira le rapport mensuel du mois de juin. Vous y retrouvez les principaux indicateurs en analyse technique, en analyse on-chain, en analyse de données de sentiment de marché et également en analyse macroéconomique. L'objectif, c'est de vous rassembler tous les éléments intéressants, en tout cas pour moi, à suivre lorsque l'on investit en crypto, pour nous aider à prendre les meilleures décisions, savoir quand sont les meilleurs moments pour se positionner à l'achat ou les meilleurs moments pour prendre ses profits. Comme chaque semaine, je rédige un dossier spécial et ce mois-ci, il sera consacré aux bons du trésor américains et à leur taux d'intérêt, notamment en vue de l'échéance de 9 000 milliards de créances qui arrivent aux États-Unis au mois de juillet. Sur ce, on passe sur les graphiques. On voit que Bitcoin est sur ses plus hauts historiques. La semaine dernière, je titrais la clôture mensuelle la plus haute. Alors, je vais dézoomer un petit peu en hebdo. Donc la semaine dernière, on a fait une semaine, on va dire, assez stable. On a baissé un peu, mais bon, ça avait été au moment où Trump et Musk ont commencé à s'insulter sur les réseaux. Donc petite peur rapide qui a vite été rachetée.
Donc les 100 000 ont fait office de support. Après en clôture, on n'a toujours pas clôturé en dessous de cette résistance qui est maintenant, en tout cas pour moi, un support qui semble assez costaud. Après, il va falloir enclencher une nouvelle poussée haussière, sinon à force de le tester, il va finir par breaker au sud. Et donc ça, c'est la théorie défendue par pas mal de gens, j'ai vu, d'un M-top. Bon, voilà. Donc en gros, un M-top, c'est ça. On fait deux sommets qui sont à peu près à niveau identique et qui ensuite du coup entraînerait un marché baissier. Donc ça, c'est ce qu'on a vu déjà ici en 2021. On a eu un top au printemps, un top en fin d'année et ensuite, donc ici, un petit rebond du chat mort, le Dead Cat Bounce, mais ensuite on a eu donc un marché baissier qui a duré un peu plus d'un an et qui a vu le Bitcoin perdre environ 70% de sa valeur et beaucoup d'alts partir à la cave et perdre moins 90, moins 95%. Donc ça, c'est le premier scénario, c'est pas un scénario à exclure, il faut comme toujours être ouvert à toutes les possibilités. C'est pas le scénario plus privilégié, et c'est pour ça que je vous parlais de l'absence des retail, de l'absence d'euphorie, parce que généralement les tops de marché se font dans une extrême euphorie. Maintenant, c'est pas impossible non plus, donc il faut quand même garder ce scénario en tête. Encore une fois, chacun gère son risque comme il le veut par rapport à son profil, sa stratégie, ses objectifs, mais il est toujours mieux d'arbitrer aujourd'hui quand on est proche des plus hauts que ici quand on commence à rentrer dans la peur et qu'on est plutôt sur une zone de support qui statistiquement va plutôt faire office de rebond dans les semaines qui suivent. Le scénario donc que je privilégie, c'est plutôt de voir le cours du Bitcoin continuer de consolider sur cette zone-là avant de faire une nouvelle marche, comme on le voit ici et que j'ai modélisé un peu par des phases de consolidation, incluant donc des corrections de l'ordre de 25-30%. On a un Bitcoin qui évolue par marche. Première hausse, une marche. Deuxième hausse, une marche. Troisième hausse, une marche. Quatrième hausse, une marche. À un moment donné, potentiellement donc une cinquième hausse avec une nouvelle marche. À un moment donné, on aura quand même un marché baissier probablement qui se mettra en place. En tout cas, actuellement, on est toujours dans cette continuation haussière et donc je suis plutôt optimiste pour la suite sur Bitcoin. Ethereum, lui, se stabilise autour des 2500 $. Ça fait du coup un peu plus d'un mois maintenant qu'il est sur cette zone-là. Comme j'ai plutôt un biais haussier sur le marché crypto, j'aurais tendance à dire qu'Ethereum va aller venir au moins tester cette zone des 3000 $. Cette zone qui sera du coup une zone un peu délicate, puisqu'elle pourrait très bien faire office de résistance et Ethereum pourrait du coup repartir un petit peu à la baisse. Mais je garde quand même à l'idée que sur du long terme, Ethereum est plutôt dans une dynamique haussière et donc à long terme, je le vois quand même se valoriser et continuer sa progression. D'autant plus que j'ai des fortes convictions sur son fondamental. Même si je sais que beaucoup n'en ont rien à faire du fondamental, pour moi c'est un élément important quand on investit sur un actif, c'est d'avoir un minimum de conviction au niveau des fondamentaux. Si on regarde par rapport à Bitcoin, Ethereum du coup continue également sa consolidation sur le niveau des 0,2354 Bitcoin pour un Ethereum. On a eu donc ce joli rebond sur le support. Moi, ce que j'attends, c'est une petite reprise haussière comme on a pu connaître ici. Peut-être ici, on parlait tout à l'heure du double top. Ici, on a un W, donc un double bottom. À voir du coup si Ethereum nous dessinera ça ou si ce sera plutôt un V-bottom et qu'on aura une consolidation haussière, du coup enchaînant des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Ce qui pourrait éventuellement donner lieu à une alt season, même si quasiment plus personne n'y croit et c'est probablement parce que plus personne n'y croit que ça peut arriver. On a une Bitcoin dominance qui est toujours extrêmement forte. On est donc là sur la 5e semaine consécutive à la hausse du coup sur Bitcoin versus l'ensemble des autres cryptos, toujours dans ce canal haussier. On est venu ici rebondir sur ce double support. Voilà, Bitcoin toujours très très fort versus les alts. Ensuite, au niveau des marchés traditionnels boursiers, on a un S&P 500 qui a rejoint sa zone des 6000 $, qui est très proche du coup de ses plus hauts historiques. Il manque plus que quelques pourcents. Voilà, on est à 2,5%
du coup des plus hauts historiques sur le S&P 500 qui était annoncé voilà, un peu en mode catastrophe ici avec les tarifs de Trump. C'est fini, on rentre en marché baissier, tous les catastrophistes et comment on appelle ça? Ah oui, les collapsologues qui nous annoncent du coup la fin du monde et la fin, j'exagère un peu, hein, et des marchés financiers. Voilà, on est toujours dans ce canal haussier pour le S&P 500. Tout va bien pour le marché américain après du coup cette frayeur suite à l'annonce des tarifs de Trump. Idem pour le Nasdaq qui est tout proche de retrouver ses plus hauts historiques. Pareil, il manque que 2% à peine et voilà, peut-être que si, parce que Tesla est dedans, Tesla qui a un peu mangé du coup avec la guerre avec Trump, peut-être que le Nasdaq serait même déjà retourné à ses plus hauts historiques. Donc voilà, côté bourse américaine, tout va bien. Du côté du gold, on continue du coup dans ce canal haussier. On a une consolidation autour de la zone des 3300 comme la semaine dernière. Rien de nouveau du coup pour moi sur le gold qui continue sa hausse, qui a le RSI du coup car dégonflé un petit peu. On est sorti de la zone de surachat, donc ça laisse encore du coup de la marge au gold de continuer de s'apprécier. Le pétrole, lui, après avoir touché les 55 $, est en train de remonter du coup autour des 65 $. Le dollar contre un panier de devises donc continue d'évoluer sous cette zone de support qui, voilà, est-ce qu'elle fait vraiment toujours office de support? Plus vraiment, peut-être cette zone-là en tout cas. Ici, si je dézoome sur ce canal haussier, voilà, cette zone-là n'a pas encore été atteinte, donc toujours encore un petit peu de marge pour que le dollar baisse. Maintenant, voilà, pour pouvoir, on va dire, entraîner un changement de vision et mettre fin à ce canal haussier, il faudrait que le dollar passe sous ce niveau des 90, 89 pour faire un plus bas, du coup plus bas que le précédent. Si on se met en mois comme ça, c'est pas mal. Il faudrait faire un plus bas qu'ici pour du coup mettre fin à ce canal haussier. Ça se retranscrit sur l'euro-dollar. Donc on a ici, comme je l'avais entouré, cette zone clé, cette zone pivot sur laquelle l'euro est en train de rebondir. Donc on voit la semaine dernière qu'elle a rebondi dessus. Cette semaine, ça part encore en hausse. Et donc on pourrait sur l'euro-dollar du coup avoir un changement de tendance puisqu'ici on est dans un canal baissier. Pour ça, il faudrait aller casser ici la zone des 1,23 qui est du coup l'ancien plus haut, faire un plus haut ici, plus haut que le précédent. Ici, potentiellement, on pourrait déjà voir un point bas plus haut que le précédent et donc ça pourrait enclencher du coup un mouvement haussier sur l'euro versus le dollar, ce qui n'est pas spécialement une bonne chose lorsqu'on est exposé en stablecoin puisque ça veut dire que la valorisation en euros de nos USDC ou USDT du coup perd de la valeur. Si on veut retirer du coup en euros. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like. Je vous invite également, comme toujours, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des éléments également que vous voudriez voir analysés dans cette vidéo hebdo, ou même tout simplement un petit message de sympathie pour soutenir le travail et encourager le développement de la chaîne. Merci infiniment à ceux qui prendront le temps de le faire. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien.